Bonne année à vous, bienvenue sur ce premier Theory Time de l'année 2024. On commence cette fois sur une note sérieuse, sur un sujet qui fera plaisir à certains d'entre vous, et surtout sur un nouveau sujet qui m'intéresse. Depuis que je ne parle plus du Yandere Simulator, c'est assez compliqué pour moi de vous faire 2 Theory Time par mois. Qui plus est que ça me demande encore plus de travail et de recherche, mais pour autant ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de continuer en 2024. Mon idée globalement c'est que certains mois vous ayez 2 Theory Time et d'autres 1 Theory Time, et qu'au final vous vous retrouviez avec plus de Theory Time que l'année dernière. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que je stream régulièrement sur Twitch. Précisément le lundi à partir de 19 h sur twitch.tv/HunterShrine. Et c'est le seul endroit où je vous écoute. Trop. Vraiment, c'est souvent pas une bonne idée. Ma chaîne secondaire, Hunter et Kitsune, où je vous poste les rediffusions de ces lives, en est la preuve. Mais tout de même, des fois, vous savez me proposer de bonnes choses. Comme par exemple, l'idée de jouer ensemble avec vous en live à Your Turn to Die. Et à cause de vous, je suis encore plus accro aux œuvres qui dépeignent une forme de killing game. Que ça soit Danganronpa pour les jeux, ou même Battle Game in 5 Seconds pour les mangas. Your Turn to Die, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi mes streams, c'est vraiment une œuvre qui m'a captivé. Et la découvrir avec vous, c'était un réel plaisir. C'est en partie pour cela que je vous propose la vidéo d'aujourd'hui, mais elle a un petit twist. La vidéo qui était prévue initialement portait sur des théories sur ce qui nous attend en tant que tel dans la partie finale de Your Turn to Die. Mais j'ai changé mes plans en commençant à travailler sur cette vidéo. En fait, peu importe comment je construisais ma vidéo, je finissais toujours par revenir au même sujet. Alors autant faire une vidéo directement dessus, non? Bonsoir, bienvenue pour ce 116e Theory Time. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un élément très important que nous avons pu voir durant le chapitre de Your Turn to Die, le mémorandum. Qu'est-ce donc que cet ouvrage? Que nous raconte-t-il? Que peut-on déduire de tout cela? Mais plus particulièrement, qu'est-ce que l'on peut prévoir en partant de ce dernier? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de répondre dans cette vidéo. C'est parti. On va reprendre depuis le début. Pour rappel, dans Your Turn to Die, on incarne Sarah Shidoin, une lycéenne de 17 ans qui, après avoir fui une personne qui la stalk avec son meilleur ami, a fini par être enlevée et plongée dans un death game avec 19 autres participants. Dans le chapitre 2, lorsque Soiyori, ou Shin Tsukimi dans ce cas-là, tente de faire échapper tout le monde, nous pouvons nous rendre dans une salle secrète au-dessus de la salle des moniteurs, et c'est à cet endroit que nous trouvons le mémorandum. Ce mémorandum est placé juste à côté du code des maîtres d'étage. Un document également intéressant, mais peu utile dans le cadre de cette vidéo. Voici maintenant le contenu du mémorandum. Comme vous l'avez vu, le mémorandum est raconté du point de vue de cet homme, que l'on appellera l'homme du mémorandum. Et comme Sarah l'a fait remarquer dans l'extrait, les événements décrits dans le mémorandum retracent avec une certaine fidélité les événements qu'ont vécu Sarah et l'ensemble des autres participants au Death Game. On pourrait effectivement penser à des notes d'un personnage aux premiers abords, mais le Death Game mentionné dans le mémorandum arrive à son terme avec la mort de la fille du mémorandum et aussi la victoire de l'homme du mémorandum. Ce sont des informations que je trouve captivantes. Savoir à ce moment du jeu, après toutes les révélations faites peu de temps avant,
que le death game auquel nous participons suive très probablement le déroulé d'un death game qui a déjà eu lieu, et ça en pensant justement à participer à quelque chose d'inédit, où on pousse Sarah vers la sortie, ou la démonstration même que dans Your Time to Die, le principe du choix est un mensonge. Je vais faire une aparté, mais c'est un point qui m'a vraiment étonné avec Your Time to Die. C'est le nombre faramineux de choix dans ce jeu. Pourtant, même si je pense qu'on va effectivement avoir plusieurs fins lorsqu'il sera complet, tous les choix actuels ont quasiment tous l'air de rediriger au même résultat. Et oui, quand je dis ça, je parle aussi des choix concernant les survivants post-chapitre 2. En gros, est-ce que vous avez suivi la route de Kana ou de So? Et supplément qui? Alice ou Reiko? Pour autant, je vous demanderai tout de même 2 secondes d'attention. Le mémorandum ne mentionne aucunement le problème dont je viens de vous parler, le déroulé du deuxième jeu suprême. Est-ce que l'issue de ce deuxième jeu serait donc la clé de voûte de cette histoire? Je le pense en partie. Mais pour le comprendre, je vous propose d'abord de poser sur la table la question de l'intérêt du mémorandum. Aucun. Le mémorandum en tant que tel n'a aucun intérêt dans le death game que nous suivons via Sarah Chidouin. Mais il prend un tout autre sens lorsqu'on se penche réellement sur l'ensemble des éléments que l'on peut connaître du premier death game, l'incident Hades. L'incident Hades, d'après Keiji, aurait eu lieu des décennies avant les événements de Your Time to Die. L'idée à ce moment-là était simple, les organisations criminelles souffraient du fait que la police tente de les endiguer, et ces derniers, au lieu de s'allier, ont décidé de s'entretuer. Pour éviter cela, mieux vaut tout restructurer. Ce qui est logique, ce qui va dans le sens de Shinobu Gokujo, certes, mais ce qui est décidé pour pouvoir pallier au problème simple de savoir qui va diriger tout ce beau bordel, c'est un death game. Le but étant de trouver un seul et unique leader pour unifier l'ensemble de ces organisations criminelles. Et le gagnant, c'est l'homme du mémorandum. Donc le big boss, le parrain de la mafia, la tête pensante de l'ensemble des organisations de l'univers de Your Time to Die. Et d'un certain côté, si on considère que le portrait se trouvant dans la pièce où on a pu trouver le mémorandum et celui de l'homme du mémorandum, le fait qu'il s'intitule Inauguration trouve tout de suite un sens bien macabre. Vraiment aucun intérêt ? Non, en tant que tel il n'a pas d'intérêt, en dehors de nous amener une partie du lore et nous permettant quasiment de lier de manière définitive Asunaro à une organisation criminelle, même si elle ne s'en donne pas l'air. Mais son intérêt, c'est de permettre de pouvoir aborder justement un secret de Polichinelle, pourquoi les événements décrits par le mémorandum semblent être exactement ce qui se passe. C'est pas simplement étonnant, c'est un poil inquiétant lorsque l'on connaît la description de la fille du mémorandum, qui colle parfaitement à Sarah entre autres. Parce que là, on serait logiquement parti pour que Sarah meure à la fin du chapitre 3. Mais pas dans tous les cas. On va arriver sur une première théorie, elles seront toutes tacites dans cette vidéo, mais celle-là, je veux qu'elle soit claire. Si vous avez choisi la route logique, celle où Shin Sumiki reste en vie, vous suivez le déroulé du mémorandum. Entre autres, la fin est déjà écrite pour vous. Bien joué. Pourquoi le fait que Shin Tsukimi ou So Iori fait que vous suiviez le mémorandum à la lettre? Eh bien pour vous l'expliquer, je vous propose de passer ensemble à la prochaine partie de cette vidéo. Tout à l'heure, j'ai sûrement dit quelque chose qui a dû pour beaucoup vous perturber, à savoir que le mémorandum ne mentionne aucunement le problème dont je vous parle, le déroulé du deuxième jeu suprême. C'est faux, je le sais, mais je voulais attendre jusque là pour en parler, je m'explique. Le déroulé du deuxième jeu suprême ne colle absolument pas à ce qui s'est passé dans le mémorandum. Il faut le dire alors que pour autant, nous avions la possibilité d'en arriver là. Dans le deuxième chapitre, Ginibushi, un garçon plus jeune que Sarah, et Keiji Shinogi, l'homme dont les vues s'alignent le plus sur les siennes, sont aussi menacés. Mais dans les deux cas, il est impossible que les deux personnages meurent, rendant donc impossible le suivi parfait du mémorandum. Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Je ne le fais pas d'habitude lorsque j'aborde pour la première fois un sujet sur ma chaîne, mais cette fois-ci, étant donné qu'elle décrivait parfaitement ce que je pensais à ce moment précis, je me suis appuyé sur une théorie que j'ai pu trouver sur Reddit. Le lien est dans la description, je vous invite à aller la lire, tout du moins au moins la première sur laquelle je m'appuie, mais pour faire assez simple, le genre n'a aucune importance dans notre histoire. Certes, le mémorandum précise bien le genre des personnages, mais en réalité, est-ce qu'on doit vraiment prendre ce point comme condition sine qua non de la réalisation de ce dernier? Je ne pense pas non plus, et autant sur ce sujet, l'argumentaire dans la théorie sur laquelle je m'appuie est quasiment inexistant pour plutôt se concentrer sur la place de Nao et de Kana, autant je pense personnellement qu'il ne faut pas négliger ce point d'abord. Réfléchissons quelques secondes. Certes, Sarah correspond à la description du mémorandum. C'est une lycéenne de 17 ans avec un charisme écrasant, elle a un talent pour faire obéir les gens, et je suis d'accord là-dessus. Maintenant, je pose la question sérieusement là, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait, en dehors de la mention de genre, appliquer également cette définition à Joe Tazuna? Je suis désolé, mais Joe coche quand même toutes les cases. L'âge, il a un charisme qui est aussi écrasant mais à sa manière, et au final, il l'a démontré malgré lui, mais c'est le premier grâce à qui tout le monde a commencé à placer sa confiance en Sarah. Mais il n'était pas prévu comme participant au Killing Game. À chaque fois qu'on parle d'une personne mentionnée dans le mémorandum,
on peut toujours en trouver deux qui correspondent à la description. Pour les deux positions restantes, nous avons Ginibushi pour le garçon plus jeune qu'elle, ou Kana Kizuchi pour la fille plus jeune qu'elle. Mais son cas est particulier, donc on y reviendra en dernier. Et nous avons Keiji Shinogi pour l'homme aux opinions similaires, ou Naoe Goroko pour la femme aux opinions similaires. Commençons par Nao. Si on peut effectivement douter de Keiji et de sa proximité avec Sarah, on ne peut pas douter de celle de Nao, tellement c'est clair. Dans la théorie sur laquelle je m'appuie pour l'instant, le lien est fait entre le deuil que vivent Nao et Sarah, ce qui effectivement les rapproche. Mais les deux points qui sont selon moi les plus parlants, c'est tout d'abord la volonté de Nao de devenir plus forte, ce qui résonne vraiment avec Sarah dans cet arc qui essaye de rester forte, et cela malgré ce qu'elle traverse. Et le point le plus important, qui selon moi cimente vraiment la ressemblance de leurs opinions, c'est Nao, pas Sarah, qui a poussé la fausse Reiko. Et ça, peu importe qu'elle l'ait poussée dans le vide, ou dans ses derniers retranchements. S'il y a bien une personne dont les opinions collent le plus à celle de Sarah, c'est Nao et Goroko. Et je pense que la première fin de Your Turn to Die, Massacre, en est une bonne preuve. Revenons enfin à Kana. Ce qui fait d'elle un cas particulier, c'est un point qu'aborde cette théorie, et auquel je n'avais vraiment pas pensé, même si j'avais gardé quelques suspicions sur Keiji. C'est la possibilité en fait que Keiji soit derrière son sacrifice durant le deuxième jeu suprême. Toujours d'après la théorie sur laquelle je m'appuie pour l'instant, Keiji pourrait avoir une incidence sur l'exécution du Killing Game jusqu'ici en correspondance avec le mémorandum. Je m'explique. Keiji est l'un des premiers avec Joe à faire confiance à Sarah. Et pourquoi ça ? Parce qu'elle est mignonne. On a vu plus logique comme raison. C'est d'ailleurs l'une des raisons, le soutien de Keiji, qui fait que Sarah finit comme challenger de la roulette russe. Également, toujours selon cette théorie et un commentaire plus bas, il est possible que dans le chapitre 2, Keiji ait convaincu Kana de prendre la carte de sacrifice de Sarah. Si Kana est le sacrifice, alors dans tous les cas, elle serait morte, et le mémorandum aurait pu être respecté. D'ailleurs, vers la fin du chapitre 2, on peut retrouver Kana dans le couloir en ruine avec Keiji, qui lui fait un kabedon. Donc, dans ce cas précis, non pas du flirt, mais de l'intimidation. Et en sachant que le seul vrai dialogue de cette conversation est « Je me demande combien de temps il nous reste », venant de Keiji, il est possible qu'à ce moment, Keiji l'ait convaincu de faire l'échange de la carte du sacrifice de Sarah, la sauvant par conséquent. De ce postulat, tuer Nao et Kana revient donc à suivre à la lettre le déroulé du mémorandum. Félicitations pour votre logique, vous avez été roulés comme des bleus. Mais même si on sait que, effectivement, ne pas privilégier les émotions amène à suivre le mémorandum, est-ce vraiment tout ce qu'il y a à comprendre sur ce dernier ? Rappelez-vous que de base, le Death Game a été inventé pour unifier toutes les organisations derrière un leader. Et c'est sûrement l'origine d'Asunaro en soi, puisque ce sont les organisateurs du Death Game. Ce qui veut dire que le Death Game par lequel nous passons à travers Sarah Shidoin doit également servir à choisir un nouveau leader, logiquement. Je pense que jusque-là c'est vrai, mais que pour autant ça n'est pas forcément si clair que ça. Revenons sur le post Reddit sur lequel je m'appuie pour cette vidéo, précisément sur la deuxième théorie. Selon cette théorie, l'homme du mémorandum, et donc le gagnant du Death Game précédent, est Gashu. Pour appuyer cette idée, plusieurs points sont amenés, notamment les actions de Gashu durant le chapitre 2, qui vont à l'encontre du caractère sacré du Death Game. Pour rappel, l'échange mentionné plus tôt que Kana a effectué a rendu à Sarah sa carte de roturière. Cependant, Kana n'est pas devenu le sacrifice, c'est Naoe Goroko qui a récupéré son rôle d'origine. Normalement, le Death Game est un jeu où chaque participant doit avoir une chance égale de gagner. Et c'est bien ce que nous démontrent les pourcentages de victoires faites avec les IA. Ce qui, pour rappel, a amené à l'inclusion de bonus ou de malus, tels que Joe Tazuna dans le Death Game, pour éviter que Sarah finisse par manipuler tout le monde pour sa propre survie. Et vu l'admiration de Soiori, ou Midori cette fois, pour la version de Sarah sans la présence de Joe dans le jeu, c'est bien que ce dernier est un malus des plus efficaces. Pour autant, en permettant un échange interdit tel que celui que Kana a réalisé, Gashu a justement empêché le bon déroulé du Death Game impartial et sacré. Et je suis d'accord sur ce point, mais pas avec cette théorie. Je ne pense pas que Gashu soit l'homme du mémorandum, justement parce que ça ne colle pas du tout. Réfléchissons quelques secondes en reposant l'entièreté du contexte. L'homme du mémorandum a du respect et de l'admiration pour la fille du mémorandum. Juste en partant de ce postulat, si Gashu était l'homme du mémorandum, il aurait pu décider, en sachant qu'il allait reproduire le mémorandum en se servant de Sarah, de la sauver. Mais ce n'est pas du tout cohérent. Déjà, en retirant sa carte de sacrifice à Sarah, il ne l'a pas du tout sauvée. De plus, quel intérêt avait-il à ce moment précis de donner la carte de sacrifice
à Nao et Gokoro. Parce que personne n'allait voter pour elle sinon? J'ai quelques doutes là-dessus, en sachant évidemment qu'on ne pouvait pas être sûr que tout le monde vote pour Kana. Et les 3 choix disponibles à cet instant précis du jeu le prouvent bien. Mais le pire, c'est que l'homme du mémorandum est censé éprouver des sentiments, à minima du respect et de l'admiration, au point de n'avoir jamais trouvé de points similaires dans d'autres femmes. Alors pourquoi devant la personne qui possède tout le potentiel qu'il n'a jamais recherché, il l'amènerait inexorablement vers sa mort? Vraiment, ce n'est pas logique que Gashu soit l'homme du mémorandum. La seule chose avec laquelle je suis d'accord dans cette théorie, c'est le fait que ce soit bizarre que le mémorandum soit dans la pièce de Gashu. Pourquoi? Eh bien, contre toute attente, ça n'est pas si inexplicable que ça. Tout du moins, je ne le pense pas. Selon moi, si le mémorandum était dans la pièce de Gashu, c'est bien parce qu'il voulait le répliquer. Et dans ce cas précis, le fait qu'il se soit donné la mort, après avoir rendu le rôle de sacrifice à la personne qui partage le plus les opinions de Sarah, n'est pas si incohérent. Même s'il ne pouvait pas assurer à ce moment-là la réalisation quasiment parfaite du mémorandum, il a rapproché la probabilité que Kana et Nao meurent en même temps, plus que personne, quitte à transgresser dans ce cas les règles du sacro-saint Death Game. On pourrait d'ailleurs même considérer à ce titre que si Keiji poursuivait aussi l'objectif de répliquer le mémorandum, peu importe s'il a des liens ou non avec Asunaro, c'est à cause de Gashu. Et c'est d'ailleurs une très bonne transition, oui. Pourquoi Keiji essayerait-il de réaliser le mémorandum? C'est tout de même bizarre puisque, en lisant ce dernier, il semblerait bien que celui qui correspond à la description de l'homme du mémorandum dans notre Death Game soit Shin. Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la partie 2. À chaque fois que l'on parle d'une personne mentionnée dans le mémorandum, on peut toujours en trouver 2 qui correspondent à la description. Selon moi, la position d'homme du mémorandum peut revenir de manière égale à Shin Tsukimi ou à Keiji Shinogi. Vous allez sûrement me dire que ça n'est pas logique pour Keiji, étant donné qu'il a participé à la roulette russe et qu'en apparence il fait confiance aux autres, mais déjà, il a bien tué quelqu'un lors de la première épreuve. Et surtout, on a pu voir que par le genre, le mémorandum était malléable. Alors après tout, pourquoi pas une participation, si tant est qu'à la fin, on en arrive effectivement à la même conclusion. C'est un peu bancal pour l'instant, mais si on considère que Shin Tsukimi a bien reçu l'avantage de connaître les taux de victoire des IA, peut-être que Keiji, malgré sa 3ème place, aurait obtenu un bonus. Un bonus lui permettant indirectement de connaître le mémorandum. Je pense sérieusement que Keiji a tenté de se positionner en tant qu'homme du mémorandum, ou au moins qu'il ait cherché activement à le reproduire. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en réalité. On a pu déterminer l'identité potentielle de chaque protagoniste du mémorandum dans notre Death Game, mais ça n'est pas le sujet sur lequel je voulais m'arrêter. Le vrai sujet d'aujourd'hui, nous allons l'aborder dans la 4ème et dernière partie de cette vidéo. Jusqu'ici, nous sommes d'accord que sur la réalisation actuelle du mémorandum, Sarah Shidowin correspond parfaitement à la définition de la fille du mémorandum. Mais cela n'explique pas plusieurs points très importants. Pourquoi est-elle dans ce Death Game? Comment est justifié son taux de victoire ahurissant? Et a-t-elle bien plus de liens avec Asunaro qu'il n'y paraît aux premiers abords? Commençons tout d'abord par ses liens avec Asunaro. Les plus perspicaces d'entre vous auront deviné que je m'apprête à parler de Meister, mais également plus en détail de Kai Sato. Je le laisse à l'écran quelques instants de plus pour quelqu'un. Commençons par Meister. On le sait, Meister ressemble très fortement au père de Sarah, tant dans sa posture que dans la tenue que prend le père de Sarah en apparaissant à la fin du chapitre 2 lorsque l'on laisse Kana en vie. Également, Kai a été envoyé travailler chez les Shidowin. Lui, on le rappelle, en étant membre d'Asunaro. Puis en se prenant d'affection pour les Shidowin et également de Sarah, il aura fini par s'opposer à Asunaro, ou tout du moins au fait que Sarah finisse dans le Death Game, donnant les scènes que l'on a pu connaître au début du chapitre 1. C'est tout de même beaucoup, et personnellement ça me paraît logique, que même si Sarah n'en ait pas conscience, elle a en réalité toujours été très proche d'Asunaro depuis tout ce temps. De même si j'ai simplement dit que Meister ressemble au père de Sarah, les deux partagent dans les fichiers du jeu leur préfixe d'illustration de personnages, avec Meister prenant les places 8, 9 et 10 du Character 17. Et les sprites du père de Sarah vont du 17.1 au 17.7, puis 17.12 jusqu'au prochain personnage. Pour moi, il n'y a pas de doute sur l'identité de Meister. Depuis le début, il s'agit du père de Sarah Shidowin. Et on sait aussi que Meister est le maître du 6ème étage, qui, comme l'on connaît les étages 1 à 5, serait très probablement l'étage que nous avons visité durant le chapitre 2, avant le début du jeu suprême. Et à cet étage se trouve bien la chambre du gagnant, qui est là où la séquence avec le père de Sarah a eu lieu. Sans le savoir, Sarah est liée, bien plus liée à Asunaro que quiconque dans ce Death Game. La boucle est bouclée pour cette question. Parlons désormais de son taux de victoire ahurissant du Death Game. On dira pas que comme elle est liée à une organisation criminelle sans le savoir, elle a été entraînée pour ce genre de situation. C'est une possibilité, mais je ne le pense vraiment pas. Ce qui m'a intrigué dans ce principe de simulation, c'est le fait de pouvoir faire des IA de personnes dans un stade antérieur de leur vie. Et je pense que ce taux de victoire est en grande partie lié justement à ce principe d'étudier ce taux de victoire. Oui, ça n'est pas clair, mais laissez-moi venir un instant sur la dernière question. Pourquoi Sarah est dans le Death Game? Eh bien, je pense effectivement que l'idée d'Asunaro est d'élire
un nouveau leader à la place du père de Sarah Shidoin, ou Meister, la personne apparaissant dans la chambre de Gashu avec son portrait intitulé Inauguration. Et dans ce cas, est-ce réellement étonnant que Sarah, sa propre fille, participe au Death Game? Non. Si le père de Sarah et Asunaro suivent effectivement cet objectif, je pense que pour autant, tout comme Gashu, il a un intérêt assez particulier à la participation de Sarah et à sa potentielle victoire dans le Death Game. Asunaro, en tant qu'organisation, crée le Death Game pour élire sur des critères parfaitement impartials un nouveau leader, quitte à tester les chances de victoire des participants et ajuster leur scénario en amont en faisant participer Joe et Nao par exemple, qui n'était pas prévu dans les équations. Du côté de Gashu, je pense qu'il porte une vraie admiration pour Meister, et surtout pour son parcours. Je pense que c'est pour ça qu'il a, peut-être même avec l'aide de Keiji, tenté de reproduire le mémorandum, comme pour créer un clone de ce dernier, à travers Keiji Shinogi, ou plus probablement à travers Shin Tsukimi. Mais pour Meister en lui-même, le père de Sarah Shidoin, quel aurait pu en être le but? Eh bien, je pense qu'il est assez simple à deviner, étant donné qu'il est lui aussi lié au mémorandum. Le père de Sarah, Meister, l'homme du mémorandum, comme il le dit si bien, a du respect et de l'admiration pour la fille du mémorandum morte lors de l'incident Hades. Peut-être qu'il aurait pu tout simplement voulu la recréer au travers de sa propre fille adoptive, en permettant de reproduire à la perfection les situations présentes dans la première partie du mémorandum, en choisissant une enfant qui pourrait grandir et même être élevée pour acquérir un charisme écrasant, un talent pour faire obéir les gens, et qu'elle était mise dans la même situation, au même âge que cette fille des décennies plus tôt. Que pensez-vous qu'il pourrait arriver? Le plan de Meister sorte pourtant à un nombre incalculable d'inconnus, dont une partie est écartable, en simulant simplement ce qui pourrait se passer via des IA, sans et également avec celle de Joe. Ce qu'il faut bien que vous reteniez de cette vidéo et de l'entièreté de mon cheminement, c'est ceci. En privilégiant la logique aux émotions et en épargnant Sohiyori, vous suivez le mémorandum à la lettre, la volonté même de Gashu, la simple hégémonie d'Asunaro sur le monde criminel. Mais de l'autre, si vous avez fait le bon choix, que vous avez privilégié les émotions, malgré la forte tentation de vous débarrasser de Kanakizuchi, alors vous entrez probablement dans ce que voulait Meister, le père de Sarah, l'homme du mémorandum. Vous faites de Sarah Shidoin la recréation même de ce qu'était cette personne des décennies plus tôt. Avec les conséquences évidemment que cela peut impliquer, comme la potentielle victoire de Sarah au grand bonheur de son père, ou alors la pure et simple chute d'Asunaro et de son hégémonie sur l'entièreté du monde criminel.